S'il y a bien une nation qui a marqué le XXe siècle par son impact dans l'histoire, par sa puissance politique et militaire, c'est bien l'URSS. Bah ouais, faut pas se cacher, l'URSS a eu un impact les plus grands du XXe siècle et impacte encore notre XXIe siècle. Le conflit en Ukraine n'est qu'une suite de la guerre froide et de la haine qui s'est développée entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest pendant plusieurs années. Et pourtant, malgré les victoires triomphantes qu'ont fait subir les armées rouges aux différentes armées blanches et tsaristes, le nombre de fois où l'URSS a failli s'écrouler face à ces différentes armées est incalculable. On a vraiment été plusieurs fois à ça, de voir les armées blanches défiler dans Moscou après une victoire triomphante des différentes armées russes blanches. Maintenant, demandons-nous que serait-il passé si les armées blanches, avec un peu plus de coordination et moins de détermination à rester dans leurs traditions archaïques, avaient réussi à vaincre l'armée soviétique. Je tiens à dire que la vidéo va être très rapide du point de vue de la guerre. En effet, du point de vue de la guerre, il n'y a qu'à prendre l'offensive de Denikin, où les armées blanches n'étaient seulement qu'à 400 mètres de Moscou, pour montrer que la victoire contre les armées rouges était tout à fait possible. Dès 1919, les armées blanches de Denikin sont à quelques kilomètres de Moscou. Dans cette réalité, le général blanc, ayant réussi à s'aligner avec les différentes armées et autres généraux de la Russie tsariste, a effectué de nombreuses réformes et a accordé l'autonomie et l'indépendance à de nombreux États comme la Tchétchénie et les Cosaques du Don en échange de troupes et de soutien dans sa guerre contre les armées rouges de Lénine. Si dans notre réalité, les armées blanches avaient réussi à avancer jusqu'à 400 km de Moscou, dans celle-ci, grâce aux différentes réformes et à l'accord d'indépendance ou d'autonomie à certains pays, les armées blanches sont en mesure de stabiliser leur avancée et ne sont pas repoussées, contrairement à notre réalité, par les contre-attaques soviétiques. Alors qu'au même moment, les différents groupes communistes et soviétiques à Moscou accusent Lénine d'avoir causé la fin et l'échec de la grande révolution soviétique. Pendant ce temps, au nord, le général Nikolai Neudenic reconnaît l'indépendance de la Finlande, qui, dans notre réalité, était prête à s'engager auprès des armées blanches si celles-ci reconnaissaient son indépendance. C'est donc un contingent de 35 000 soldats finlandais qui se jette aux côtés des 15 000 soldats du général Neudenic, permettant de mettre en avant un siège de Leningrad, alors que Moscou est pris sous les balles et le feu. Cela fait maintenant 3 semaines que les villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, Leningrad, sont actuellement en état de siège par les différentes armées blanches. La famine se répand alors que les mortiers et différents types d'obus tombent sur chaque recoin de la capitale soviétique et de la ville du Nord. Les différents groupes soviétiques et leurs chefs se rejettent mutuellement la faute, Staline accusant Trotsky, alors que Lénine est porté disparu depuis plusieurs jours. Son corps sera retrouvé quelques semaines après la prise de Moscou, mort d'une balle dans la tête, soit fusillé, soit s'étant suicidé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la mort du chef de la Révolution rouge, l'Union soviétique s'écroule. Peuple de Russie, après plusieurs années de conflit, nous avons enfin éradiqué la vermine rouge qui souillait nos terres et pillait nos églises. Ces chiens bolcheviques ne sont plus, et je déclare qu'ils ne remettront plus jamais pied dans la mère patrie pendant plusieurs siècles. 5 mois se sont déjà écoulés depuis la victoire des armées tsaristes sur les troupes soviétiques et le fameux discours de Denikin.
Et malgré quelques reliquats de l'Union soviétique se trouvant au Kazakhstan et des maquis situés par-ci et là dans l'Oural, peut enfin profiter de la paix. En effet, les grandes villes de Moscou et de Leningrad ont été reconstruites dans le style parisien haussmannien et de nombreux nouveaux quartiers fleurissent, alors que l'on peut voir une classe ouvrière de plus en plus riche, une classe moyenne qui commence à apparaître et des grandes entreprises russes qui commencent à avoir un impact important sur le marché international. Cependant, malgré les grandes réformes de Denikin et les conditions de vie qui s'améliorent dans la partie occidentale de l'Oural, la Russie reste en grande partie pauvre et agraire, et celle-ci est divisée en 3 grands groupes que sont les kolchakistes, l'extrême droite qui veut le retour de la monarchie absolue, les dénikinistes qui sont pour une réforme mais la garde du tsar sur le trône, et les républicains. De plus, même si les dénikinistes restent majoritaires à l'Assemblée, avec 55% des sièges, contrairement aux kolchakistes qui n'en possèdent que 35 et aux républicains qui n'en possèdent que 20, on constate tout de même une montée des tensions entre les différents partis qui se résout souvent par des rixes dans les rues de Moscou. Général Denikin, c'est trop dangereux, et c'était un piège. Et si la délégation se servait de ce prétexte pour vous assassiner? Piège ou non, peu m'importe. Nous devons négocier pour apaiser les tensions. Il en va du salut de la nation. C'est trop dangereux, laissez-moi y aller à votre place. J'irai. Je préfère mourir que de laisser le peuple subir une autre guerre. Que Dieu protège la Russie.